Vendredi 26 janvier 2018, mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis dans le cadre de ce journal de 20h30. Bon confort d'écoute et soyez la bienvenue. Bonsoir à tous. Une édition d'information marquée par les faits de société que nous démarrons avec les habitants du quartier Fort de l'Eau qui ont, malgré l'arrivée des poteaux électriques solaires, saluent pour certains cette initiative, disent toujours avoir d'autres besoins. On regarde tout cela dans ce reportage. Un véritable ouf de soulagement pour les populations du quartier Fort de l'Eau dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil depuis l'installation des lampadaires solaires il y a près de 2 mois. Seulement, les riverains de ce quartier n'arrivent pas à s'accorder sur le bienfaiteur. C'est Perenco qui a fait. C'est sorti, c'est Perenco qui a fait. C'est pas Perenco. C'est Perenco. C'est Wani qui a fait, c'est pas Perenco. Depuis que Perenco est là, il nous donnait Perenco n'a jamais placé. Jamais. C'est un professeur de Perenco. Non, jamais. C'est M. Wani qui a fait. Mais c'est sorti par vos médias. Impossible. C'est M. Wani qui a placé, c'est pas Perenco. C'est M. Wani. Faites comme vous voulez. Non. Qu'à cela ne tienne, il faut juste saluer l'action salvatrice, car la venue de ces lampadaires solaires vient mettre fin à certaines difficultés auxquelles ces populations étaient confrontées une fois la nuit tombée. Cependant, des difficultés, les populations du quartier Fort de l'Eau les vivent au quotidien. Vous voyez ça comment? Que ça soit PG2, que ça soit je ne sais pas où, que ça soit... Regarde les câbles comme ils font. C'est tout Fort de l'Eau. La route, voyez comment elle était de la route. Ce qu'on veut, c'est l'eau et la route. Le courant, on a qu'est-ce qu'on a rien à voir. Va voir le compteur qui, comme ils sont là-bas. Va voir les câbles, ils font pas le temps. C'est ça le plus important. Et la route, c'est tout. On doit payer 300 mètres, 500, oui. Ça, c'est quoi? On est fatigué de ça. Après, vous venez ici là parce que... Est-ce qu'on a besoin de se manifester? Eux-mêmes, ils voient les conditions dans lesquelles on vit. Encore lorsqu'il pleut comme ça, la route elle est inaccessible. On fait comment? On a des enfants qui vont à l'école. Et nous-mêmes, c'est pas tout le monde qui est véhiculé. On est quand même venu ici parce qu'on se dit que c'est mieux d'être aisé. Les temps sont durs au lieu de louer. Mais si l'accès maintenant à nos maisons sont difficiles comme ça, c'est compliqué en fait. On ne peut même plus parler parce qu'on a tellement parlé et personne ne réagit. Donc bon, on fait avec en espérant que peut-être quelqu'un par magie se manifeste et nous trouve une solution. À côté des problèmes de la route, de l'eau potable, il y a celui du courant, avec ses câbles suspendus sur des poteaux de fortune, laissant planer un véritable danger pour ces populations. La masse sur la tôle. Regardez vous-même. Regardez tous les câbles sont posés là. Et j'ai peur de terminer la tôle là-bas parce qu'il y a la masse. C'est fatigant. Et j'ai pas le propriétaire, ils n'ont rien à foutre avec moi. Hein. Ils ne s'occupent pas. C'est pas leur problème. J'attends seulement aller en prison un jour. Quand je vais me décider à descendre tout ça, je coupe avec la cisaille et comme ça ils vont m'amener en prison. Que les autorités de la circonscription se penchent sur les maux qui minent le quotidien de leurs administrés de ce côté de la cité, avant que celle-ci ne se fasse refouler. Normalement, dans la logique des choses, on vote tous les jours là. C'est pour mettre ça dans les poches. C'est pas normal. Faut venir voir, voyez les situations là comme ça, hein. Regardez comment les câbles de tiennent. On vient nous mettre des panneaux solaires. C'est ça là qu'on veut. On veut pas ça. Amenez-nous les vraies choses, c'est tout. Actualité, on rappelle, les commerçants et les habitants du marché Balise rencontrent d'énormes difficultés à la moindre averse et ce, du fait du manque de curage de caniveaux, ce qu'ils déplorent dans ce reportage de Suzy Imonza Migueli. Les habitants du marché Balise et les commerçants sont confrontés à d'énormes problèmes de déplacement à chaque tombée de pluie. En effet, les voies de canalisation bouchées ne permettent pas l'évacuation des eaux de pluie. Celles-ci ne trouvent pour seul refuge la chaussée. À défaut de patauger dans des eaux sales, car à proximité des poubelles, les populations de cette partie de Port-Gentil sont obligées de cascader derrière des bennes à ordures et parcourir le nouveau bâtiment du marché fermé au public. Un état de fait qui perdure du fait de l'absence de curage des canaux et de l'incivisme des populations. Quand il pleut, c'est infernal dans ce quartier. Déjà pour accéder, c'est vraiment impossible. Quand vous partez du carrefour du marché à Balise, pour les toits là-haut, vous voyez qu'il y a un grand creux qui s'est creusé là. Et c'est toujours compliqué pour les riverains et même ceux qui ont des véhicules. La question est de savoir qui s'occupe de cette voie, qui s'occupe de voie dans notre province, dans notre commune.
Normalement, ça devait revenir à la mairie. En tout cas, il y a la mairie, il y a les travaux publics. Mais à qui incombe cette responsabilité? Parce que quand il n'y a pas, vous voyez quand l'eau stagne comme ça, les riverains sont mal à l'aise, il y a des moustiques, il y a toutes les maladies qui peuvent surgir à cela. Mais à qui s'adresser en ce moment? C'est la grande question que les gens de la balise se posent. Bon, les caniveaux bouchés, je ne dirais pas tout simplement que c'est à cause de la mairie, c'est un peu nous les riverains aussi, parce que nous ne prenons pas conscience de ce que ça peut faire. Il y a des gens qui jettent des ordures dans les caniveaux, c'est normal que ça bouge. Mais la mairie devait aussi avoir, comment dirais-je, des équipes pendant la saison sèche pour pouvoir déboucher ces caniveaux-là. Ou à la limite, s'ils ne peuvent pas, qu'ils trouvent des prestations de services pour le faire. Parce qu'ils ne peuvent pas tout faire au même moment, mais avec ces prestations, ils peuvent le faire tout à ce qu'ils attendent pour le problème de règlement, par exemple. Les commerçants payent la taxe. C'est déjà une contrepartie. Ça veut dire que quand ils reversent, la mairie doit faire aussi son travail. Au moins pour pouvoir les rendre à l'aise. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Cet argent qui rentre chez eux vont dans leur caisse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en font? C'est la question que nous, les riverains, se posent. Pour moi, pour sauvegarder cette image de ce pays, de notre province-là, qui est soi-disant capitale économique. Mais quand vous amenez un étranger ici, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, capitale économique. Ça n'existe que deux noms. Vivement que des travaux de curage soient lancés dans toute la ville, car il en va du bien-être des populations, de la beauté de la ville et de la préservation de la chaussée qui se détériore un peu plus par la stagnation des eaux. Allons-y à présent à Libreville, dans la capitale administrative de notre pays, pour dire que l'axe routier Niali PK12 a enregistré un accident. Le manque d'attention de la part d'un conducteur de clando en est la raison. Bilan provisoire, de nombreux blessés, d'importants dégâts en matériel. Heureusement que l'on a enregistré aucune perte en vie humaine. Un reportage signé de nos confrères de la radio-télévision Nazareth. Chaussée glissante, excès de vitesse, deux faits indexés par les témoins de l'accident de la circulation sur l'axe Niali PK12. Le conducteur du véhicule de marque Toyota A26, immatriculé BV 832AA, à usage commercial appelé communément clando, a percuté par derrière un second de marque Hummer H2. L'un des témoins nous relate les faits. On est tenté de travailler avec mon frère. On a attendu seulement coup. On est venu en vitesse. Il y a crié, oh l'accident. Donc on sort, on vient regarder. Donc deux voitures, celui-là il est venu ici. Donc il est parti là-bas. Il y a une fille qui était derrière, c'est elle qui a eu le mal. La fille qui est chez le mariage, elle est assise là-bas. C'est elle qui est chez le mariage, elle a eu le mal. Le boss était à l'intérieur, ils sont descendus. Comme ça, ils ont amené la fille chez le mariage. Elle est partie un peu, comme le sang sortait un peu à la bouche. C'est la fille qui a eu le choc. Tout de suite, hein. Il est que là la baisse. Tout de suite quand même. Au nombre des passagers blessés, une jeune fille atteinte d'une hémorragie a été par la suite acheminée dans un centre hospitalier, contrairement aux autres passagers qui se plaignaient de ce manque d'attention. Je suis client dans la voiture. Arrivé là, il a perdu le contrôle. Il est allé rentrer dans la roue arrière de la Hummer là. Okay. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Mais ceux qui sont là, bon, on a envoyé certains à l'hôpital. Mais moi j'ai eu mal au pied. Moi, je ne sais pas ce que ça deviendra. En période pluvieuse, au vu des chaussées souvent glissantes, les usagers de la route sont invités à plus de vigilance tout en modérant leur vitesse. Ouvrons à présent notre traditionnelle page africaine et allons-y au Zimbabwe où la bataille présidentielle est lancée. Deux candidats se positionnent pour ce scrutin prévu avant juillet 2018. Il s'agit du président par intérim Emmerson Mnangagwa et l'opposant Morgan Tsvangirai. Le dernier cité, malgré sa maladie, les partisans du mouvement pour le changement démocratique rassurent sur son état de santé. Reportage de nos confrères d'Africa 24. Lors de l'élection présidentielle au Zimbabwe de 2018, le président Emmerson Mnangagwa devrait faire face à son principal rival, Morgan Tsvangirai, chef de file du MDC, le mouvement pour le changement démocratique. Le parti d'opposition espère mettre fin à la gouvernance du parti ZANU-PF. Les responsables du mouvement d'opposition assurent que leur chef, Morgan Tsvangirai, atteint d'un cancer, est en voie de rétablissement. Ce dimanche 21 janvier, c'est le vice-président du parti, Nelson Chamisa, qui s'est exprimé devant les militants rassemblés pour la première fois cette année.
Le président Tsvangirai se remet progressivement. Nous remercions le Seigneur d'avoir répondu à nos prières. Il est important que nous puissions terminer le combat que nous avons commencé. Le président vous salue et vous souhaite à tous une nouvelle et prospère année. En tant que président de l'Alliance, il affirme que c'est l'année où nous en finirons une fois pour toutes avec le mandat du ZANU-PF. La maladie de Morgan Tsvangirai a entraîné des divisions au sein de son parti ainsi que des luttes d'influence. Mais selon les analystes, sans Morgan Tsvangirai, l'opposition pourrait rencontrer des difficultés à rallier les soutiens dont ils ont besoin pour battre Emmerson Mnangagwa à la présidentielle de 2018. Beaucoup de gens aimaient Tsvangirai plus qu'ils n'aimaient le MDC. Beaucoup de gens des zones rurales connaissent Tsvangirai plus qu'ils ne connaissent la marque MDC-T. Tsvangirai est devenu un personnage très connu étant donné que c'était Morgan Tsvangirai et personne d'autre qui a démystifié le pouvoir de Mugabe. Emmerson Mnangagwa est arrivé au pouvoir en novembre 2017 après un coup d'État militaire alors que l'ancien président Robert Mugabe avait été contraint de démissionner après 37 ans à la tête du Zimbabwe. L'ancien vice-président a toutefois assuré que des élections libres et transparentes auraient lieu avant juillet 2018. En RDC, coupé la veille des manifestations du comité laïque du 21 janvier dernier, la connexion Internet a été rétablie dans ce pays. Une coupure qui avait fortement impacté l'économie congolaise et aurait engrangé un manque à gagner de plusieurs millions de dollars. Un reportage de nos confrères d'Africa 24. Après 3 jours de coupure, la connexion Internet a été rétablie dans la soirée du mardi 23 janvier 2018 en République démocratique du Congo. Coupée à la veille de la marche pacifique anti-Kabila organisée par les comités laïques de coordination le dimanche 21 janvier, cette mesure a affecté plusieurs activités économiques. C'est environ 30 millions de Congolais abonnés qui sont connectés au service 3G sur une population d'environ 80 millions d'habitants. Il y a des rapports de travail qui devaient déjà être envoyés à partir de lundi et qui ne sont toujours pas envoyés. Et sans rapport de travail, on n'est pas payé. Donc ça veut dire que le préjudice est plutôt grand. Nous sommes dans une salle de classe ici à l'Université créative nationale. Le professeur est en train d'enseigner sur EpiInfo. Eh bien, c'est impossible de travailler sans que nous soyons connectés à l'Internet. Quand on considère de nombreuses entreprises dont les activités sont liées directement à l'Internet, les préjudices peuvent être incalculables. Dans le secteur des télécommunications, par exemple, c'est un manque à gagner d'environ 6 millions de dollars par jour pour chacune des entreprises de téléphonie mobile installées dans le pays, estiment les économistes. Les raisons invoquées par le gouvernement sont des raisons de sécurité publique. Donc d'un point de vue administratif, c'est une restriction des libertés publiques, ça se justifie. Et donc il faut savoir que d'un point de vue économique, les gens qui ont souscrit ne peuvent pas se retourner contre les fournisseurs d'accès Internet pour leur dire ben voilà, j'ai perdu un jour d'Internet. Alors que le gouvernement congolais multiplie les efforts pour assainir le climat des affaires en vue d'attirer les investisseurs, la coupure d'Internet semble constituer un facteur avec des vents contraires aux ambitions poursuivies. Une situation qui risque de se répéter dans un contexte politique qui ne donne pas de perspective d'une éminente décrispation. Les estimations de la Banque mondiale, qui tablent sur une croissance économique à 5% en 2018, pourraient donc s'avérer moins pertinentes. En Libye, les équipes de déménage de Benghazi font face à une tâche véritablement risquée. Tenter de sécuriser les zones ravagées par la guerre civile, sous-équipées, les ingénieurs militaires qui s'efforcent de dégager les explosifs travaillent à main nue, avec des outils de base, dit-on. Une tâche laborieuse, mais extrêmement dangereuse. On regarde tout cela dans ce reportage de nos confrères d'Africa 24. Des mineurs militaires continuent de nettoyer les rues dévastées par les combats dans la ville libyenne de Benghazi. Rues dans lesquelles le bruit des explosions est devenu familier car truffé d'explosifs et de pièges mortels. Les mines mises en place pendant plus de 3 ans de guerre à Benghazi font de nombreuses victimes parmi les démineurs sous-équipés et les résidents qui tentent de retourner dans les districts où des batailles prolongées ont déjà eu lieu. Nous tombons souvent sur Betty la sauteuse, composée d'une capsule conçue pour éclater en plusieurs petits fragments. Il y a aussi des grenades avec de la soie sur le bouchon. Ce sont des pièges basiques, orchestrés par une bande d'idiots.
Les ingénieurs militaires qui s'efforcent de nettoyer les explosifs manquent de détecteurs de mines et travaillent à main nue avec des outils de base. Une tâche laborieuse et extrêmement dangereuse. Selon une source militaire, 50 militaires ont perdu la vie dans ces opérations de déminage et on dénombre environ 60 blessés. Au moins 49 civils ont également été tués et 38 blessés. À noter que le nombre réel serait plus élevé étant donné que tous les cas n'ont pas été pris en compte. Un des habitants de l'immeuble a appelé et a demandé si une des mines avait explosé dans l'immeuble et si une femme était décédée. Mais je lui ai dit que je n'en avais pas entendu parler. Quand je suis arrivé et que je me suis renseigné, on m'a dit que c'était Mona Al-Ebedi qui vivait au premier étage. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a finalement repris le contrôle de Benghazi en décembre 2017, mais le déminage pourrait prendre des mois. Malgré les avertissements de l'armée et les indications de zones minées griffonnées sur les murs, certains résidents de longue date, impatients de reconstruire leur vie, sont rentrés chez eux, des décisions qui ont malheureusement des conséquences mortelles dans certains cas. Pour la boucle de cette édition d'information, une note sportive. La Ligue de handball de l'Estuaire a organisé un tournoi dénommé le tournoi des As. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs équipes, aussi bien masculines que féminines. Objectif visé, dis-je bien, régulariser les équipes sur le plan physique et technique. Une première du genre pour la province de l'Estuaire. Les précisions dans cet élément de la radio-télévision Nazareth. Le tournoi des As, organisé par la Ligue de handball de l'Estuaire au profit de ses clubs d'élite, a donné son verdict. En dames, Senior Academy affrontait Sifflotant dans une rencontre aux allures de classico du handball provincial. Au terme de l'opposition, ce sont les filles du feu Dr Misso qui s'imposent, 27-25. Un bel hommage. En masculin, le derby des géants a tenu sa promesse. Senior Academy en noir, après avoir écarté l'Orgue Phoenix, est tombé sur la muraille du Libreville Handball Club qui s'impose au forceps 23-22 et remporte le tournoi des As en masculin. Les gars se sont tellement énervés et vous savez qu'un joueur énervé en plein match, personnel, ça nous permet de regarder et de réguler l'équipe, c'est-à-dire sur le plan technique et on va dire sur le plan physique. Voir qui est en forme, qui n'est pas en forme. Avec ce genre de comportement, avec ce genre de match, on ne peut pas rivaliser les équipes voisines. Même le Cameroun, la Guinée, je peux dire, avec ce type de jeu. Le match de classement opposant Réveil à Phoenix est resté dans la logique de la hiérarchie. 26-23 pour le Phoenix Handball Club. Cette compétition, première du genre, est un plus pour les handballeurs de la province de l'Estuaire. Ainsi s'achève cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir regardé. L'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter de passer un excellent week-end en compagnie de programmes de la radio-télévision Top NG et à la réalisation Castro Tuboso. Au revoir.